Emma Lebaille, mes essentiels avec… Aurélien Le Bagnero. Bonjour Aurélien, ravie d'être Bonjour. avec toi aujourd'hui pour échanger sur tout ce qu'on a pu vivre individuellement et collectivement depuis quelques mois. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la création, depuis la crise du Covid, je voulais te demander de me raconter comment était ta vie avant mars 2020. Avant mars 2020, là je pense à trois choses. J'ai 22 ans, donc je suis à la fac, je suis à Paris 3 à la Sorbonne Nouvelle, en master. Alors en mars 2020, j'étais en master 1 de cinéma et d'audiovisuel. En parallèle de ça, j'étais aussi, enfin j'étais, non, je suis toujours, mais c'est difficile de de se considérer toujours élève parce qu'on y va tellement peu que… mais si, je suis toujours élève au conservatoire du 6e arrondissement de Paris en art dramatique. Et en troisième parallèle, je suis aussi partie depuis septembre 2019 d'une compagnie de théâtre professionnel qui s'appelle Cabiria, qui est basée dans les Yvelines. Et depuis, donc la compagnie s'est formée en septembre 2019 et on a commencé les répétitions en décembre 2019 de Roméo et Juliette, qu'on devait jouer à partir d'avril 2020, ce qu'on n'a évidemment pas pu faire, et dans laquelle je joue le rôle de Roméo. On est une quinzaine de personnes. Donc en mars 2020, en tout cas jusqu'en février, ma vie c'était se partager entre ces trois choses-là. La fac, avec le mémoire qui accompagne la fac, le master, les cours du conservatoire d'arrondissement, les cours de théâtre, et la partie un peu professionnelle de la compagnie, donc, basée dans les Yvelines de théâtre. Et du coup, toutes ces activités qui ont un lien avec la création, comment tu décrirais, quelle importance elle a, cette création, dans ta vie au quotidien? Comment elle se manifeste? Après les 2 ans de prépa que j'ai fait, pendant lesquels là, il n'y avait pas du tout de place pour la création, j'ai dû arrêter le théâtre pendant 2 ans, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Et donc j'ai repris un peu au conservatoire de Poissy en L3, juste après la prépa. Et c'est vraiment l'année 2019-2020 où là, au quotidien, elle s'exprimait pleinement je ne sais pas si c'est de la création, mais en tout cas de cette formation, en tout cas, cette formation à l'art de la création, justement. Peut-être que ça s'exprimait plus. En fait, j'avais le côté formation avec le conservatoire du 6e arrondissement et le côté plus création avec la compagnie. Mais ça s'exprimait. Alors, au lieu de parler peut-être de quotidien, je vais plus l'exprimer en semaine parce que c'est euh, le conservatoire du 6e arrondissement. Plus simplement que ça dans ta vie, pas forcément au quotidien, mais quelle place ça Ouais. prend dans ta vie, comment ça te porte, sous quelle impulsion, qu'est-ce qui fait que voilà, t'es dans cet élan de participer à tous ces projets-là? Ah, d'accord, dans ce sens-là. Peut-être simplement parce que j'ai jamais eu envie de faire autre chose que ça, euh, que d'être acteur, hein. Avec le collège, le lycée, il y a aussi le côté réalisateur qui est venu aussi s'ajouter à ce désir-là. Mais j'ai jamais voulu faire autre chose que ça. Si, il y a un jour, quand j'étais peut-être en primaire ou tout début collège, un été, j'ai eu envie d'être euh, dans l'ébénisterie. Il y avait une fête là en Bretagne là, pendant les vacances où j'avais vu quelqu'un qui travaillait le bois et ça m'avait enchanté. Je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais faire ça, mais sinon, j'ai toujours voulu faire ça et donc j'ai tout été euh, dirigé vers comment apprendre à être acteur, comment apprendre à filmer aussi, à faire des courts-métrages. Donc,
donc ça part de loin, en fait. Euh, c'est un espèce de... c'est une démarche dans laquelle je m'inscris depuis longtemps et qui s'exprime, ouais, presque chaque jour, avant mars 2020, qui s'exprimait. Alors justement, on en arrive à mars 2020. Le premier confinement est annoncé. Et comment toi, tu réagis à cette annonce? La première réaction, c'était peut-être un peu alors, bizarrement, de soulagement, puisque euh, les 6 mois précédents, de septembre à février, entre ces trois choses-là, c'était assez chargé comme emploi du temps. On venait de rentrer dans la période des concours aussi, des conservatoires nationaux, voilà, des écoles. Et donc, ça a été un moment de pause au début. Bon, on met ça sur pause, ça va reprendre rapidement, mais on met ça sur pause. Donc, bizarrement, au début, c'était plutôt bien au début. Et petit à petit, à force que ça durait plus 2 semaines, mais ça durait un mois, et puis ensuite jusqu'au 11 mai, et puis enfin, le temps est venu, la dimension du temps est venue avoir un impact là-dessus. Et je pense, comme tout le monde, là, c'était un sentiment de sidération, d'impuissance. Et puis, par rapport à ma situation personnelle dans le théâtre et le cinéma, mais enfin plus le théâtre, un sentiment aussi peut-être euh, d'inutilité par rapport à ce qui se passait. Les soignants qui avaient pas de matériel qui étaient en première ligne et qui pouvaient pas se protéger, qui sauvaient des vies. Moi, avec mon petit théâtre et mes petites scènes à apprendre, je pesais pas lourd du tout à côté. Donc il y a eu voilà, cette sidération, ce sentiment d'inutilité et euh, qui sont venus s'additionner pour faire un espèce de... euh, je me sens pas tellement différent, je pense, de la majorité des gens. Je pense qu'on s'est beaucoup retrouvés là-dedans, un peu tous. Encore plus, j'ai l'impression, les gens qui ne sauvaient pas directement des vies. Enfin là, on est, nous, c'était plus concret. On était du domaine de l'abstrait. Et donc, euh, et donc pas, entre guillemets, pas essentiel à ce moment-là, ou pas utile, voilà, s'il y a une distinction à faire entre utile et essentiel. En tout cas, à ce moment-là, on n'était pas utile du tout. Voilà. Et Je me sentais pas utile du tout. tu te sentais pas utile et malgré tout, tu avais des projets qui étaient en cours. Tu me disais que vous étiez en train de répéter un spectacle, des dates étaient calées. Comment ça se passe pour toi, ce coup d'arrêt? Comment les choses s'envisagent à ce moment-là? Oui, alors on devait, donc le confinement c'est le 17 mars, on devait jouer les premières dates de Roméo et Juliette, je crois que c'était le 17 ou 18 avril, et puis ensuite on avait des dates début mai, fin mai, et puis début juillet, et tout ça rapidement, bah, notre metteur en scène nous a rapidement dit, bon, bah, on met ça en pause, pour l'instant, voilà, c'était une pause, c'était pas une annulation, c'était pas, c'était, voilà, on met ça en pause, donc, euh, même si je me sentais pas utile et que ça, comparé à ce qui se passait, ne me paraissait absolument pas euh, profondément utile, c'était quand même difficile à ce moment-là parce que ça faisait quand même plusieurs mois qu'on répétait qu'on avait ce cap-là, cette espèce de phare devant nous et que là, ils disparaissent petit à petit, date par date, comme ça. On se retrouvait dans, bah voilà, plus de phare, donc on se retrouvait dans un brouillard euh, difficile à gérer. Ouais. Et le conservatoire qui fermait, évidemment, je pense à la compagnie, le conservatoire qui ferme, on devait jouer on venait de jouer en février des scènes de Feydeau, tous là ensemble, et ça c'était vraiment bien, et on devait jouer
un montage de l'Orestie d'Eschyle en juin. Et ça, rapidement, même si rien n'était clair encore, même si c'était pas, on se disait que bon, on a à attendre jusqu'au 11 mai, les conservatoires vont rouvrir, on va pouvoir refaire le spectacle en juin, enfin faire le spectacle en juin. On a rapidement compris que ce serait pas possible, et voilà, un autre phare qui s'éteignait, là-dedans, dans ce brouillard-là. Et du coup, par rapport à cette sensation-là, que les choses s'arrêtent, que toute l'énergie que tu as consacrée, au travail, aux répétitions, était censée prendre forme et tout d'un coup, on sait pas quelle forme ça va prendre. Est-ce que ça va aboutir ou pas? Où est-ce que ça reste en toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en veilleuse? Est-ce que tu te dis: «Je garde ça au chaud pour après»? Comment on fait pour entretenir tout ce que tu as préparé et qui du coup peut pas aller au bout de ce qui était prévu? Je pense que je me le suis pas dit à l'époque, mais maintenant, je pense m'être dit que bon, la flamme que j'ai pour le théâtre, pour le cinéma, elle sera toujours là, ça c'est sûr. Euh, mais j'ai dû la tourner au lieu qu'elle soit rouge et bien orangée, bien chaude, là j'ai dû la tourner vers le bleu, quoi. Elle a dû devenir bleue et un peu froide. Donc elle était bien là, mais c'est juste qu'elle avait plus, euh, elle avait plus la même puissance, ni les mêmes effets, puisqu'on était euh, contraint dans tous les sens possibles. Donc ça a été, je pense, le sentiment principal, c'était bon, ça va, on va pouvoir le faire à un moment, finalement. Il faut juste attendre. Voilà, voilà. La flamme, on la tourne on la met en bleu pour l'instant, mais voilà, on la garde, mais ce sera pour plus tard, quoi. On la remettra en rouge, orangé plus tard. Je pense que c'était ça. Euh, Inconsciemment, ça devait être ça au premier confinement. Après donc il y a la sortie de ce premier confinement. Est-ce que des choses se remettent en marche? D'autres dates sont prévues? Comment tu remets les choses en route? Comment ça se passe pour toi cette, 1re sensation de libération? Euh, En fait, alors là, j'ai beaucoup parlé du conservatoire et de la compagnie. Et ce qui aurait dû, effectivement, le 11 mai, ça aurait dû être la libération oui, bah, vraiment, la libération est venue s'accrocher là-dedans. Le troisième, mon troisième truc à moi, c'est-à-dire la fac et le mémoire que j'avais pas du tout avancé. Enfin, j'avais pas du tout la tête à ça. Et donc, il a fallu. La fac nous a permis, au lieu de passer les premières soutenances en M1 de première année en juin, on nous a permis de le faire en septembre. Donc j'ai décidé de faire ça parce que si je passais en juin, enfin, c'était impossible, j'avais pas du tout avancé. Donc ni la compagnie ni le conservatoire ne recommençaient pour l'instant. Le conservatoire, on a vite compris, bon bah ok, bon, on se revoit en septembre à la rentrée si tout se passe bien. La compagnie, pareil, on s'est réunis une fois en juin pour se voir déjà, parce que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Et on s'est dit, bon, on voit comment ça se passe. Cet été, bah, c'est pas possible de jouer l'été pour nous parce qu'il n'y aurait pas eu assez de monde, ça aurait été difficile avec les vacances, les répétitions, tout ça. Donc pareil, ça s'était repoussé en septembre. Donc la liberté que j'aurais dû avoir, c'est bon, bah ok, c'est voilà, on retourne, on rallumera la flamme rouge en septembre. Sauf que cet espace-là qui m'était accordé a vite été repris et je l'ai investi pratiquement tout l'été dans le mémoire, en fait, dans pour la soutenance de septembre, qui m'a pratiquement pris ouais, jusqu'en septembre. Donc, c'était une pseudo-liberté, vu qu'elle était comblée par autre chose, par une contrainte qui ne s'était pas exercée pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, tu t'occupais à quoi? Du coup, il y avait plus de répétitions, il y avait plus de cours, il y avait peut-être des cours en visio, je sais pas. Comment tu as
réussi à passer ce temps-là? Alors il y a eu quelques visios avec le conservatoire, ensemble, tous ensemble. Je crois qu'il y en a eu. Heu, si, oui, il y en a eu, mais c'était surtout, enfin, il y en a eu très peu, un ou 2 seulement, et c'était davantage pour se voir, pour se parler, pour se prouver qu'on existait tous, encore, les uns les autres, plus que pour travailler puisque en visio, c'est hyper difficile de travailler. On l'a fait un peu pendant le 2e confinement, peut-être qu'on en parlera après, mais on a rapidement, compris qu'on ne pouvait pas faire, quoi que ce soit puisque de toute façon, on n'allait pas jouer donc comme il n'y avait pas de phare et d'échéance, il valait mieux, bah, attendre, voilà, encore une fois, attendre. Pour la fac, j'ai pas eu de visio. Il y en a certains qui ont eu dans plein de facs qui ont eu des visios. Moi, j'avais très peu de cours, donc j'en ai pas eu. Et puis, pour la compagnie, pareil, on n'a pas pu faire puisque c'était pas l'ambiance de travailler, même pour faire des italiennes où, on préférait attendre, encore une fois. Donc je me retrouvais, oui, qu'est-ce que j'ai fait? Hem Bah, je pense que c'est une des seules fois où je suis resté vraiment, énormément à la maison. Je me souviens que avec mes parents et mon frère, heu, comme on savait vraiment pas où c'était ce virus-là, enfin moi je me souviens avoir eu l'impression que c'était bon, bah, c'était, partout. Moi il y a ma fenêtre qui est juste là, il y a la forêt devant moi. J'avais l'impression que c'était là aussi, que c'était, donc voilà, confinement et bah, on le fait à fond donc il m'est arrivé, avec mon frère, parfois qu'on reste, une dizaine de jours à la maison, et nos seules sorties, c'était sur le balcon, on habite au 5e donc on n'a pas de jardin, donc c'était les seules sorties, on essayait de faire un petit peu de sport aussi mais en fait, ouais, j'ai passé énormément de temps dans dans ma chambre alors qu'est-ce que je faisais? J'étais beaucoup, j'ai regardé plusieurs séries, que j'avais pas vues jusque-là, des films, hem et puis, lire un petit peu, mais c'était plus difficile de lire, je me souviens, puisque, j'ai l'impression que quand on lit, même si on peut se plonger dans une lecture, dans une fiction, il suffit d'un rien pour qu'on se rende compte que ah, c'est moi qui suis en train de lire là. Et moi qui suis en train de lire, c'est moi qui suis confiné en temps de pandémie. Donc ça rappelait beaucoup tout de suite ça, alors que j'adore lire. Et là, j'ai eu un peu de mal à faire ça puisque ça me rappelait trop. J'arrivais pas à me plonger dans quelque chose à part avec une série ou un film. Ça, j'ai trouvé plus que je pouvais m'y plonger davantage. Voilà. Donc essayer de jongler entre tout ça, oui, un peu de sport, un peu de lecture, et films et séries, et puis passer du temps avec mes parents et mon frère à faire quelques jeux de société. Euh, mais quand j'y repense, j'ai pratiquement peu de souvenirs en fait. Comme les journées se ressemblaient euh, affreusement, c'était difficile de se créer des souvenirs. Donc c'est très flou comme période, bizarrement, alors que c'était tellement historique et tellement. Mais bon, ça rejoint aussi l'espèce de sidération dans laquelle on était tous, j'imagine. Donc voilà, j'ai des souvenirs flous de ça, mais ça tournait à peu près là-dedans. Et du coup, dans ce que tu décris, il y a cette idée d'avoir plus de mal à s'évader du fait qu'on est contraint dans un espace dans lequel on n'a pas l'habitude de passer autant de temps, d'être limité dans ses mouvements. Qu'est-ce que tu dirais qui était le plus compliqué pour toi à vivre? Euh, de pas être, employé à faire quelque chose. Euh, D'avoir, là, ça me fait beaucoup penser je pense aux athlètes là, qui se préparaient pour les Jeux Olympiques de l'été dernier. Euh, Ils avaient
ce phare-là. Ils s'entraînaient pour être prêts à cette période-là. Ça a été, ils ont un autre phare, c'est-à-dire, j'espère que ça se fera là en juillet-août à Tokyo. Apparemment, ça va être en Floride aussi. Enfin bon, peut-être que ça va pas se faire, mais et donc eux avaient cette espèce de phare. Là, de pas en avoir, c'était le plus dur, puisque surtout pour le théâtre, l'échéance, j'ai l'impression que c'est quand même une des choses les plus importantes. Peut-être pas pendant la formation, le côté conservatoire, puisque bon, si on n'a pas d'échéance, bon, c'est pas très grave, puisqu'on apprend quand même. Et c'est important quand même d'avoir des spectacles à demi-année, en février ou en juin, d'avoir des petites échéances comme ça aussi, pour que la formation ait pour qu'on puisse montrer ce qu'on a appris et comment on s'est développé. Mais pour la compagnie, de ne pas avoir d'échéance, ou que ce soit loin, mais c'est comme si elles étaient inexistantes, ça c'était le plus difficile, ouais, puisque j'avais du coup l'impression que de ne de pas m'employer à quelque chose, puisque, enfin, de tourner dans le vide, de faire euh, au cas où on puisse reprendre. Voilà, ça c'était le plus difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a semblé plus simple, à modifier dans tous ces changements imposés? Quelque chose que tu as le mieux, vécu? Je pense que le fait que ça impacte tout le monde à des échelles euh, différentes, mais que ce soit ça a quand même eu un impact sur absolument tout le monde, ça a aidé à modifier justement, de se sentir, voilà, de ne pas se sentir seul là-dedans. C'est ce qui a aidé à ce que ce soit peut-être pas facile, mais en tout cas évident, et donc moins difficile, tous ces changements. Et du coup, on arrive, donc à la rentrée où on ne sait pas encore ce qui va se passer. Les choses reprennent pour toi? De nouvelles dates, sont prévues? Comment ça se passe? Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, début septembre, j'ai ma soutenance du mémoire. Donc, l'année se termine enfin pour la fac. Sauf que la nouvelle année commence immédiatement après. Donc, c'était très bizarre cette rentrée, puisque c'était comme un sentiment de... Voilà, la libération que j'aurais dû avoir le 11 mai arrivait ma date de soutenance, c'était le 11 septembre. Donc, super date. Donc, arrivait le 11 septembre, mais 5 jours après, il fallait reprendre tout. Et cette fois, les trois choses. Non, non, pas enfin, le conservatoire et la fac. Donc, le conservatoire, ce qui change, c'est que euh, déjà de retourner à Paris, j'étais retourné un petit peu pendant l'été, mais enfin, de voir tous ces gens masqués et d'avoir Ça, c'est un gros truc, et je pense qu'on va en parler aussi pour la compagnie, mais le, le, le- l'élément euh, le plus énorme, celui qui modifie absolument beaucoup de choses, c'est le masque. Parce que jouer masqué, c'est pas évident au début. Quand tu dis jouer masqué, ça veut dire que pendant vos répétitions, de fait, le masque était imposé? Pas dans l'idée que vous alliez jouer, avec un masque le jour où ce serait possible de faire une représentation, mais ça imposait du coup cet écran entre vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, au conservatoire, donc ça a repris en septembre. Et donc là, comme à Paris et dans les lieux publics, il fallait avoir le masque, bah voilà, il fallait qu'on l'ait à peu près tout le temps. Dans le public, on l'avait tout le temps quand on voyait les autres. Et sur scène, on pouvait un peu l'enlever. Donc bon, c'était un peu là-dedans à la rentrée. Au contraire de la compagnie, et là, on a repris les représentations, pas les représentations, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé qu'on reprenne les représentations. Les répétitions, on les a reprises à la Toussaint, et là, cette fois, on avait complètement le masque tout le temps. Donc, en fait, le masque, on l'a vraiment, personnellement, je l'ai vraiment, euh, ça a vraiment voilà, fait cet écran-là. Il a vraiment été effectif avec la compagnie à la Toussaint, où là, on le mettait tout le temps, et c'était la première fois qu'on jouait vraiment
avec un masque. Donc, et comme sur scène, un acteur il doit jongler entre le dire et le montrer, enfin le dire avec sa voix et le montrer avec son corps, ça impactait les deux, mais plus le montrer que le dire. Puisque, bon, évidemment, quand on parle avec un masque, on n'a pas la même voix, ou en tout cas, ça ne projette pas de la même manière, mais c'est différent, c'est encore plus différent quand on joue, mais ça va encore. J'ai l'impression que ça va, on nous entend, quoi. Il faut encore plus projeter davantage, mais ça va. Alors que, donc pour le dire, ça va, ça ne modifie pas énormément. Par contre, pour le montrer, évidemment, on voit euh, 2/3 du visage en moins. Je ne sais pas si c'est 2/3, mais enfin une énorme partie, peut-être la moitié du visage en moins. Et ça, c'est autant on imaginait pour le public que pour nous, quand on est à 2 mètres de quelqu'un avec qui on joue et avec qui on est censé réagir euh, et vivre une situation, de voir seulement les yeux et d'être, enfin bon, on sait ce que c'est, on sait comment c'est dans la vie, mais quand sur scène, les émotions et les états sont ce qui nous font vivre et bouger et parler, là, c'était difficile de s'y habituer au début. Ouais. Et comment La tu, question. voilà, c'est ça. Comment tu te sentais toi physiquement? Enfin, ça entrave une partie même pas mesurable, je pense, du travail et de ce que tu essayes de faire passer, tout ce qui vient avec, bon, évidemment, le regard, mais le reste de l'expression du visage. Euh, pour le metteur en scène aussi, j'imagine. Qu'est-ce que ça a modifié du coup dans sa manière de vous faire travailler, et vous, entre vous, comment ça s'est passé? Euh, alors, pour le metteur en scène, je ne sais pas vraiment. En fait, on a eu la chance de ne pas commencer je ne sais pas comment une compagnie qui se formerait aujourd'hui, euh, je pense que ce serait bien plus différent que nous, puisque nous, on connaissait nos visages, on les avait déjà joués, ces scènes-là. Bon, c'était il y a 6 mois, mais 6 mois avant, mais on se rappelait un peu, il fallait juste seulement retrouver et puis avancer dans certaines choses. Mais on se rappelait de nos visages, c'est comme si on se disait, bon, pour l'instant, il y a cet élément-là, mais on sait comment c'est en vrai. Euh, euh, donc ça, voilà, on avait ça, cette espèce d'arrière-plan historique entre nous. Voilà, c'était présent chez nous. Par contre, donc ça n'a pas vraiment changé en fait. Giuliano Errante, notre metteur en scène, j'ai pas l'impression que ça ait énormément modifié la façon de nous diriger. Par contre, nous, ça avait un impact, par contre physique, deux impacts physiques qui me viennent. C'est déjà que tout ce qu'on ne postillonne pas, puisqu'on postillonne beaucoup au théâtre, eh ben, ça se retrouvait dans le masque. Donc, à force, quand on devait projeter beaucoup de choses, quand on crie, où il y a des scènes où on doit euh, vraiment s'impliquer avec le corps et la voix, bah, tout ce qui normalement se diffuse dans l'air et sur les autres, bah là, nous, ça restait à 1 centimètre du visage, donc parfois, c'est pas vraiment agréable, hein. C'est pas hyper sexy comme détail, mais enfin, voilà, c'est la réalité du truc. On se retrouve avec tous nos postillons et parfois nos crachats sur la tronche. Donc, donc ça, premier impact physique. Et le deuxième, c'est que je pense qu'on n'a pas c'est beaucoup moins, on s'en rend compte beaucoup moins dans la vie en général, puisque quand on parle, on n'a pas l'habitude d'énormément, enfin ça dépend des personnes, mais d'énormément bouger la bouche, de l'ouvrir énormément. Mais quand on doit projeter au théâtre et que ça doit être la même expérience pour la personne qui est au premier rang que celle qui est au 15e, qu'il faut projeter, euh, on bouge énormément le visage et la bouche, et le masque bouge énormément. Et donc, il faut, à un moment, quand il se retrouve là, pratiquement sur les yeux et qu'on a la lèvre inférieure qui commence à sortir, il faut le remettre en place. Et donc ça implique des nouveaux gestes que le personnage ne doit pas avoir. Enfin, Roméo, Juliette, Benvolio, Mercutio, ils ne sont pas toujours à se remettre le masque sur le visage. Et pourtant, c'est ça qu'on doit faire pratiquement souvent. Euh, et donc là, ça a un impact direct sur la fiction,
J'imagine que des gens qui voient ça, s'ils voient des gens jouer avec un masque et qu'ils doivent toujours le remettre, peut-être qu'ils peuvent à un moment l'oublier, le masque, puisque ça fait 1 an qu'on voit toujours des visages masqués, presque 1 an. Et donc j'imagine qu'on peut, voilà, avec une espèce d'illusion, essayer d'oublier qu'il y a des gens qui sont avec un masque devant nous, mais de voir tout le temps la personne qui remet son masque, ça, tout de suite, c'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la lecture, c'est ah, je suis en train de lire, moi, en temps de pandémie, là, pareil, je suis public, je suis spectateur. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est en temps de pandémie. Et, enfin, tout est toujours là pour nous rappeler que c'est ce qu'on est en train de vivre, et notamment ce truc du masque, de le remettre. Et donc, voilà, là, l'impact du montrer se fait énormément sentir, puisque ça implique de nouveaux gestes qui ne devraient pas y avoir dans Roméo et Juliette normalement. Est-ce que ça te semble acceptable aujourd'hui d'envisager de jouer, si ça devait, t'être proposé avec un masque? Ou est-ce que pour toi, c'est absolument pas quelque chose de possible? Très bonne question. Je sais pas vraiment. Je serais quand même plus d'avis que de porter un masque, puisque si on avait joué il y a 1 an, tout le monde avec des masques, là, on aurait vraiment. Je pense que les spectateurs se seraient vraiment dit qu'ils étaient face à des ovnis, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des masques. Euh, Là, j'ai l'impression que ça pourrait être une solution, puisque il y a eu un temps où on se demandait si, et c'est toujours actuel d'ailleurs, puisqu'il y a des nouvelles dates qu'on ne pourra sûrement pas jouer parce que c'est début mars. Aujourd'hui, on est le 27 janvier, donc il va sûrement y avoir un reconfinement qui va être annoncé peut-être pas cette semaine, mais la semaine d'après. Enfin bon, donc les dates de mars, on a ce phare, mais le feu de ce phare-là est bleu, hein, parce que là, voilà, on le fait, mais on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir le faire. Mais on est en train de se demander si, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait sans masque et on fait des tests avant? Et ça me paraît très compliqué. Est-ce qu'on joue avec masque, mais avec toutes les contraintes que ça implique? Est-ce qu'on joue avec des visières? Alors, soit les visières qui sont, ça me paraît quand même très, très difficile à envisager, ou des visières qui commencent là pour qu'on voit quand même, même si ça nous protège nous, mais qu'on nous voit. Euh, En fait, cette question-là, ça renvoie à la période, euh, jusqu'à quel moment on va attendre, voilà, est-ce qu'on attend? Est-ce que, comment dire, est-ce que ce qu'on est en train de vivre change absolument tout, et on ne peut pas revenir en arrière, et donc on fait comme on peut pour pouvoir quand même faire exister, parce que c'est du spectacle vivant. Est-ce qu'on continue à le faire vivre avec ces contraintes-là, ou alors on se dit, bon, on ne peut pas le faire dans les règles de la tradition, c'est-à-dire sans masque et sans. Est-ce qu'on attend pour pouvoir le faire en vrai et comme ça doit être fait? Mais ça implique de se demander à quelle limite on met à ça. Quand est-ce que, à partir de quoi? À partir d'1 an, à partir de 2 ans, on se dit, bon, là, ça commence à être mort, là, il va falloir s'adapter. Mais en même temps, jusqu'où on s'adapte, à quel moment on se dit, bon, ça, non, c'est trop, ça change beaucoup trop de ce que c'est, et donc on ne peut pas le faire. Ou, ouais, mais il vaut mieux ça que rien. Il vaut mieux jouer Roméo et Juliette avec des visières, même si ça peut paraître ridicule. Et par exemple, dans les scènes où Roméo et Juliette doivent s'embrasser, évidemment, avec Léa, qui est une amie et avec qui on joue au théâtre depuis longtemps ensemble, et ben on s'embrasse pas évidemment. Et on fait, là pour l'instant, dans la mise en scène, ce qu'on fait depuis plusieurs mois, c'est que pour la scène de la rencontre, par exemple, chez les Capulet, quand ils se rencontrent pour la première fois, Roméo et Juliette, ils sont censés s'embrasser 1 ou 2 fois. Et ben nous, on se touche d'épaule à épaule.
et on met en scène un baiser comme ça. Bon, ça fonctionne, ça. Enfin, moi, j'aime bien ça. Puis on peut pas faire vraiment autrement. Mais est-ce que de modifier ça, pour les puristes, enfin pour les puristes, est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est trop modifié Roméo et Juliette, ou est-ce que bon, vaut mieux faire ça plutôt que rien. Ça me rappelle enfin voilà, un acquis est un acquis. Oui, un acquis est un acquis parce qu'il est un acquis. Et là, est-ce que les acquis qu'on a du fonctionnement traditionnel là je parle du théâtre, est-ce qu'on les modifie et du coup ce sont plus des acquis, ou est-ce qu'on attend de pouvoir les exprimer pleinement, mais ça se trouve ce temps n'arrivera malheureusement jamais. Euh, donc voilà, pour l'instant, en ce moment, je n'arrive pas trop à me faire une idée là-dessus, entre cet équilibre à trouver là, au regard de la notion du temps et de l'incapacité de prévoir ce qui va se passer. Je pensais à ça l'autre fois. Au contraire de... Bon, là, c'est une comparaison peut-être un peu hasardeuse que je fais, et voilà, c'est peut-être un peu bancal, mais j'imagine que en temps de guerre, euh, n'importe quelle guerre, on se dit, bon, demain, soit il y a deux possibilités, seulement deux. C'est soit la guerre continue demain, soit il y a un armistice demain et elle s'arrête demain. C'est assez simple comme dissociation des événements. Là, nous, quand est-ce qu'on se dit qu'on a cet armistice-là, nous est-ce qu'on va jamais l'avoir et ça a changé complètement pour toujours? Ou est-ce qu'on va avoir l'équivalent d'un armistice? Est-ce qu'il est déjà arrivé, cet armistice-là? Est-ce que c'est l'armistice, quand on a eu les masques, c'était l'équivalent, c'était notre équivalent d'armistice en temps de guerre? Et voilà, c'était le compromis qu'on a trouvé pour vivre avec le virus, comme on dit. Est-ce que c'est le vaccin qui arrive ou qui n'arrive pas, avec les variants qui périment cet armistice-là? Est-ce que euh, on n'a pas de phare, en fait, Ce que tu euh, soulèves, que je trouve passionnant, c'est toutes ces questions, on va dire, cruciales pour lesquelles il y a pas de réponse. C'est un peu ça dans lequel on baigne, mais là, ça touche à vraiment l'essence même de ce à quoi tu te destines. Tu as eu la chance, on peut dire ça aujourd'hui, de connaître, le fait de jouer sur scène avant la pandémie. Aujourd'hui, tu es jeune acteur en train de t'élancer, dans cette voie-là. Comment tu te projettes dans la suite? Là, tu poses des questions de fond, mais toi, concrètement, comment tu te projettes dans la suite? hmm, difficilement. Malheureusement, difficilement. Parce qu'en plus d'être, comme tu dis, acteur en devenir, enfin en formation, euh, je suis aussi jeune, et donc je m'inscris dans cette déprime des jeunes en ce moment, qui est plus ou moins forte selon les personnes, mais pour le domaine de la culture, du théâtre, du cinéma, euh, je me demande vraiment si, si c'est en train de mourir, et si on commence à se diriger vers des impasses là-dedans pour tout un tas de raisons, ou si au contraire, vu qu'on en a été privé et qu'on en est privé depuis un moment, est-ce que justement ça va pas être euh, euh, ce domaine-là euh, qui va être le plus valorisé, dans lequel on va le plus s'engager? Ça, euh, j'en ai vraiment aucune idée. Donc la projection est difficile en tant que jeune et en tant que acteur en formation.
Et si tu devais, regarder tout ce qu'on vient de décrire, depuis mars dernier, est-ce que tu penses avoir appris quelque chose sur toi et quoi? Hem, oui, que la je reprends cette image-là, de la flamme là, de la flamme bleue là, qu'elle sera, elle est inextricablement liée à ce que je suis, et elle sera toujours là. Donc elle peut prendre toutes les couleurs qu'elle veut, elle sera toujours là. Pour l'instant, elle est bleue, je ne sais pas trop, à quoi ça correspond puisque c'est différent d'il y a 1 an, mais peut-être que ce que j'ai peut-être pas ce que j'ai appris, ou mais en tout cas, ce qui s'est vraiment confirmé, c'est que, ce sera toujours là. Heu et bon, ça, là, on réfléchit dans le cadre de la culture et du théâtre, du cinéma, et puis sur un plan, heu, plus universel, c'est que, heu, qu'est-ce qu'on a de la chance, qu'est-ce qu'on avait de la chance et qu'est-ce qu'on a encore de la chance d'avoir, de pas être seul, là-dedans, d'avoir, des semblables, des amis, des connaissances, avec qui on s'entraide. C'est très bateau ce que je dis, c'est très, on entend ça partout évidemment, mais s'il y a un truc que j'ai, encore une fois, pas appris parce que ça je le savais, mais en tout cas qui s'est confirmé et qui était vraiment, qui a vraiment été mis à l'épreuve, c'est cette idée-là, cette idée heu, d'être d'une manière ou d'une autre, heu, ensemble, et qu'on n'est pas seul. Voilà, ça ces 2 choses-là, sont bien imprimées. Est-ce que tu penses avoir, gagné quelque chose en traversant tous ces obstacles? Alors je vais dire d'abord ce que je pense avoir perdu, c'est d'abord je pense avoir perdu du temps, mais parfois quand ça allait, vraiment pas, c'était pire que ça, c'était pas, certaines périodes de l'année là, c'était pas seulement le sentiment de perdre du temps, c'était le sentiment de vieillir en accéléré, enfin voilà, cette idée-là. Je sais pas à quoi vraiment ça correspond, mais enfin c'était un peu ce sentiment-là. Donc voilà, avoir, heu, perdu du temps, mais gagné, oui, c'est vrai ça. Qu'est-ce que j'ai gagné? Heu, Gagner en patience, je pense, parce que, tout le monde doit être, patient, et donc si on gagne pas ça, c'est difficile de tenir. Donc gagner en patience, et là, bon là c'est personnel, mais encore plus, mais gagner heu, dans la connaissance des gens qui nous sont chers, heu, sur qui on peut, heu, peut-être pas compter, mais en tout cas qui sont, si compter, et qui sont là, même si on ne les voit pas pendant longtemps, qui existent. Voilà, ça, heu je ne sais pas si c'est un gain qui est exclusif, de cette période-là, mais encore une fois, c'est quelque chose qui s'est confirmé. À chaque fois, c'était il y avait des germes de ça, mais qui, mis à l'épreuve de toute la période, ont fleuri. Enfin, ces germes-là ont vraiment fleuri et sont vraiment, heu, ancrés dans le sol et dans ma réalité, en tout cas. Et quand je t'entends parler de ça, je me dis en quoi ça contribue au fait que tu tiens le coup. Tu disais tout à l'heure, on n'a pas le choix de tenir, on est dans l'incertitude, le phare, on le voit pas au loin, les nouvelles, sont vraiment au jour le jour. Comment tu puises? Comment tu fais pour tenir, pour patienter? Je pense que tristement, il y a beaucoup de faire semblant, heu et je dis tristement parce que, heu, comme il y a aucune, certitude, il y a aucune échéance, claire,
Euh, pour tenir le coup, je pense qu'il faut, il faut faire semblant que ça va aller, même si là, on est bon, on est le 27 janvier 2021, et puis les variants, enfin, ça, on a l'impression de revenir à la case départ avec ces variants-là. Euh, donc, euh, se dire que il va y avoir quelque chose, on ne sait pas quand, mais être persuadé que ça va arriver. Et même si à chaque fois les échéances sont repoussées, et donc que ça supprime la réalité de ces échéances-là, puisque ça n'existe pas. Quand on arrive à la date et que ça ne se passe pas, bah, ça n'existe pas. Euh, se donner des objectifs, voilà. J'ai l'impression d'être enfin, un truc de développement personnel, là, truc hyper bateau et tout, mais enfin, c'est vraiment ça, c'est euh, de, de faire exister au loin des phares qui existent puisque on se les donne. Même si quand on arrive là où devrait... C'est comme la ligne de l'horizon, hein, quand on arrive là où elle devrait être, elle n'est pas là, mais elle est toujours là-bas. Et à un moment, magiquement et dans le temps, cette ligne d'horizon-là va arriver vers nous, ce phare-là va arriver jusqu'à nous, et l'échéance et l'objectif, on l'atteindra enfin. Mais voilà, faire exister des choses vers lesquelles on tend, euh, vers l'avenir. J'ai l'impression que tout le monde dit ça et que c'est hyper bateau, mais voilà, tenir le coup, faire ça. Pour moi, je pense que c'est ça. Mais moi, je pense que ça fait du bien de l'entendre. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça très, très fort que tu puisses mettre des mots dessus, parce que même si on le fait, on se le dit pas forcément, c'est pas forcément conscient. Et là, il y a l'idée quand même que c'est de la résistance pure, ce que tu es en train de décrire, en tout cas dans ce que je perçois. Ça fait écho à cette capacité d'adaptation, au fait que tu le disais, tu es jeune et en même temps, tu subis, comme nous tous, toutes générations confondues, tous ces obstacles qui nous entravent dans nos vies, dans ce qu'on a pu connaître avant. Qu'est-ce que tu pourrais dire si je te demande qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui par rapport à la vie du monde d'avant? Euh, Là, tout de suite, c'est euh, de pouvoir voir de pouvoir voir ses amis sans avoir en tête que potentiellement on peut leur faire du mal et qu'ils peuvent nous faire du mal par la transmission du virus. Euh, Ça, je pense que c'est ce qui me manque le plus, ça, de, d'avoir ce sentiment qu'on ne connaissait pas avant, puisqu'on ne savait pas vers quoi on allait, mais d'être inoffensif les uns pour les autres. Là, autant on a l'impression que l'autre est un danger, on a aussi l'impression qu'on est un danger pour l'autre, et donc que ça fait exister notre réalité absolument tout le temps. Euh, Ça, je pense que c'est ce qui me manque le plus, ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque pas du tout? Ah, euh, quelque chose qui me manque pas. Euh, euh, Rien ne me vient là. Donc c'est très triste que rien ne me vienne. Ou au contraire, c'est très. Non, au contraire, c'est très positif. Euh, là, absolument rien me vient. Qu'est-ce qui me manque pas? Euh, C'est euh, grave, hein, c'est comme ça. oui, oui, oui. Si, peut-être. Peut-être peut-être de faire la bise qui euh, c'est peut-être enfin parfois ça manque ça quand
mais quand on est obligé de le faire avec avec plein de monde qu'on ne connaît pas forcément, et surtout l'hiver, parce que j'attrape facilement les rhumes l'hiver, facilement. Donc ça, voilà, qu'au moins, on ne peut pas se faire la bise, bah, bon, dommage, mais au moins, j'aurais pas un rhume pendant 2 semaines, quoi. Donc voilà, peut-être ça. S'il y a un truc qui me vient comme ça, il y aura sûrement d'autres choses, euh, mais peut-être, voilà. Alors, c'est peut-être pas la bise, mais en tout cas, le fait d'avoir moins de chances de tomber malade pour des trucs, des virus saisonniers. De ne pas être contraint de faire de la bise à des personnes auxquelles tu as pas forcément envie de la faire. Voilà, ouais. Là, tu as une bonne excuse. Oui, voilà, c'est ça, voilà, c'est la meilleure excuse, là. Si on conclut sur tout ce qu'on a pu se dire, on est dans le pendant. On a parlé de l'avant, on va essayer de se projeter un peu dans l'après. Toi, tu disais tout à l'heure, tu te donnes des phares et des objectifs. Je te fais un petit cadeau aujourd'hui, virtuel. Je te donne une baguette magique et cette baguette magique, elle a un vœu que tu peux faire là, aujourd'hui. Ouais, alors c'est marrant parce que je suis en train de revoir tous les Harry Potter en ce moment, donc que j'ai une baguette magique là, ça me fait énormément sens pour moi là. Un vœu, oh waouh, c'est typiquement toujours les questions qu'on peut se poser. Et toi, si tu avais une lampe magique, et j'ai absolument jamais de réponse à chaque fois parce que c'est soit trop général, soit trop petit, un vœu. Bah, j'imagine que la réponse la plus sensée, euh, ce serait, euh, euh, ce serait que euh, d'avoir la certitude que non seulement le Covid-19 disparaisse, mais que les autres pandémies aussi, enfin en tout cas que les autres pandémies aussi, enfin le sida et toutes celles qui existent, mais qu'il n'y en aurait plus aucune. Bon, ça, ce serait c'est impossible de ne pas répondre ça en janvier 2021, je pense. Mais sinon, si c'est... Donc là, ce serait la baguette magique de l'humanité, je pense. Et encore, mais une baguette magique personnelle, difficile puisque ça, ce souhait que j'imagine appartenir à l'humanité entière, bah, m'irait très bien, personnellement. Mais est-ce qu'il faut que ce soit très particulier à moi, enfin que ce soit C'est une question comme ça parce que moi, dans ce que j'entends que tu me racontes, j'aurais envie de dire si j'avais un vœu, ce serait que tu puisses jouer Roméo et ah oui, Juliette sans oui, masque, embrasser oui. Juliette sans lui faire un petit, câlin d'épaule, Qu'on puisse, voilà, qu'on de puisse se poster contenance. dessus librement. C'est de cet ordre-là. Oui, alors oui, effectivement. Bon, ça j'ai un peu du mal à le dire parce que j'ai l'impression que ce serait un peu égoïste donc tout de suite n'en dire que pour tout le monde. Mais oui, effectivement. Euh, non, bah alors d'avoir la certitude que ça va aller. Euh, c'est pas très précis, mais pas seulement que ça va aller avec la pandémie en ce moment, mais que d'avoir la certitude, voilà, que ça va aller dans ce que je choisis de faire, dans ce que je choisis de pas faire, que si j'emprunte cette voie-là, c'est qu'il y a une raison, et que grâce à ma baguette magique, c'est la bonne. Donc voilà, que ça va aller, que tout va bien se passer. Voilà, si c'est mon vœu, ce serait celui-là. OK, entendu. Je retiens. Avant qu'on se quitte, je te propose de me décrire l'image à laquelle tu as réfléchi, qui représente, un moment symboliquement fort pour toi depuis le début de cette, traversée de Covid. La photo que j'ai choisie, c'est une photo que j'ai prise le 24 avril dernier à 20h02, et l'horaire a son importance. Bon, la photo est pas très bien prise, mais c'est pas très grave. On voit un immeuble
Donc, je suis en bas, je suis au rez-de-chaussée, devant à 10-15 mètres de l'immeuble. Et puis, je regarde l'immeuble, je regarde vers le haut. Et en fait, donc, 24 avril, à 20 h, tout le monde applaudit à cette époque-là, puisque on applaudit pour les soignants à 20 h pendant le confinement. Et le 24 avril, c'est l'anniversaire de mon grand-père maternel, Jean Néraud, qui a été évidemment confiné comme tout le monde. Ma grand-mère revenait de 2 semaines d'hôpital, puisqu'elle elle a eu le Covid-19, et c'était assez... elle n'a pas été en réanimation, mais enfin, c'était assez grave. Donc voilà, donc ils étaient à nouveau réunis. Et j'ai décidé, comme on ne pouvait pas se voir, de faire une banderole avec des feuilles A4. Oui, le format 21-29-7, la fin. Et sur chaque feuille, de faire une lignée de feuilles comme ça scotchées, sur lequel il y a écrit Bon anniversaire, papy. Et en fait, avec ma mère et mon frère, on est descendu à 20 h, un peu avant, on a fait l'attestation et tout, on est descendu devant, on habite à 50 mètres de chez eux, donc, et quand ils sont sortis, il y avait Bon anniversaire, papy, en multicolore. Et donc, on le voit. Donc là, je le prends en photo, et puis il y a une vidéo après. Et on le voit faire un signe comme ça, et ma grand-mère qui le regarde. Et c'était vraiment, c'est le moment le plus, c'est le meilleur souvenir que j'ai du confinement, ça c'est sûr. Un des meilleurs souvenirs de 2020, et il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, comme on se disait tout à l'heure, c'était difficile de se créer des souvenirs. Là, c'était très fort, là, comme ce souvenir-là. Euh, et tout le monde a applaudi, puisque voilà, c'était 20 h. Et ensuite, tout le monde a commencé à regarder, mais qu'est-ce que c'est que cette banderole? Tout le monde comme c'était en gros, tout le monde pouvait voir dans l'immeuble de mes grands-parents comme celui d'en face, qui avait écrit Bon anniversaire, papy. Et tout le monde a commencé alors qu'ils avaient arrêté d'applaudir pour les soignants, ils ont commencé à applaudir pour mon grand-père et à chanter Joyeux anniversaire. Et ça, c'était absolument génial. Je l'ai en vidéo. Tout le monde applaudissait et chantait Joyeux anniversaire. On voit mon grand-père qui est tout ému là, qui fait un coucou et qui a... Enfin voilà, donc pour moi, ce souvenir-là, c'est... Et même quelques jours après, quand on le croisait, enfin quand les voisins le croisaient, ils lui disaient encore Ah, bon anniversaire. Voilà, donc c'était vraiment la star de la résidence. Et pour moi, c'était un des meilleurs souvenirs de 2020, ce moment-là. Merci beaucoup, Aurélien, pour Merci. tous ces échanges. Et je te propose, si tu es d'accord, qu'on se retrouve dans un an pour découvrir ce qu'on n'a pas encore vécu et qu'on va vivre d'ici là, et voir où on en sera par rapport à toutes ces questions vraiment très puissantes que tu as soulevées tout à l'heure, sur la manière que l'art et la création va trouver pour continuer à exister. Je te remercie. Mais carrément, avec plaisir. Et si on peut instaurer la même tradition qu'avec les interviews de Billie Eilish, ça serait super chaque année là. Donc avec plaisir, à l'année prochaine. Super, merci.